Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Aujourd'hui, dans votre émission Espace Méditerranée, Radio JM part à la découverte d'un lieu exceptionnel de la campagne aixoise, c'est le château de Lacalade. Et pour connaître son histoire, nous sommes avec Guillaume Médaille. Bonjour Guillaume, merci d'accueillir Radio JM au château de Lacalade, votre demeure familiale depuis près de 16 générations. Vous êtes diplômé d'un master recherche en histoire de l'art moderne réalisé à l'université d'Aix-Marseille et d'un master politique culturel et mécénat effectué à Sciences Po Aix. Vous êtes déjà très investi dans la valorisation de votre patrimoine familial et donc votre voie professionnelle est toute tracée. Bonjour Magali, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, on va faire un petit tour de la propriété et comme ça vous allez pouvoir me poser les questions que vous souhaitez. C'est très gentil. Alors le domaine de Lacalade dans lequel vous nous recevez date du début du XVe siècle. Le premier propriétaire était le dénommé Antoine Isnard. Mais d'où vient le nom de Lacalade ? Alors pour venir au château, vous avez certainement emprunté la Nationale 7 et cette route est très ancienne, elle existait déjà au XVe siècle. Alors à cette période, une convention a été passée par les conseillers du village de Puricard, à côté d'Aix, et elle ordonne la réfection de la route royale. Pour parer à la nature marécageuse de ces lieux, qui est liée à la présence de la Touloubre, le fleuve côtier qui traverse les terres, on va décider de construire un pont sur la rivière, mais également de calader, c'est-à-dire de paver en galets les accès du pont. Et donc le nom de Lacalade va être ainsi appliqué aux environs dans le quartier, et va par la suite qualifier le château proche et la famille qui le possédera. Voilà. La famille Isnard n'ayant pas de descendants, Lacalade a ensuite appartenu aux de Duranty qui voyaient en Lacalade un lieu de villégiature idéal. Oui, alors à l'époque de sa construction en 1411, Lacalade prenait la forme d'une tour de bastide qui avait vraiment une forme médiévale, placée sur un promontoire à proximité donc de routes stratégiques, non loin de la Touloubre. Elle constituait un centre de domaine agricole. Et cette tour primitive est passée entre plusieurs mains. Elle entre dans ma famille le 23 août 1632, lorsque Jérôme Duranty, qui était écuyer et conseiller du roi en la cour des comptes et des finances de Provence, l'acquiert. Alors lui, il fait partie de cette nouvelle noblesse parlementaire aixoise, issue de la roture et qui d'ailleurs a fait fortune et acheté des charges anoblissantes. Alors rapidement, il va décider de transformer la bastide primitive en château, qui sera agréable à habiter lors des périodes estivales, au moment où les cours sont en vacances, notamment du mois d'août à octobre. Il s'agit également de pouvoir se réfugier dans la campagne lorsqu'il y a aussi des épidémies qui sont encore assez fréquentes à cette époque, au XVIIe siècle. En juillet 1633, il va faire ériger le domaine de Lacalade en arrière-fief féodal, qui lui permet de disposer des droits de moyenne et de basse justice sur ses terres. Et il construit entre 1633 et 1653, sur une période de 20 ans, le château que nous connaissons aujourd'hui et qui a gardé son aspect quasi définitif aujourd'hui. Et l'hôtel Duranty à Aix a appartenu aussi à cette illustre famille. Comment se présentait ce château à l'origine ? Il a été construit au XVIIe siècle, mais il a un style plus proche du XVIe. Oui, alors c'est ce qui est intéressant avec Lacalade. L'ancienne tour initiale, donc la tour médiévale dont je parlais, a été englobée dans le bâti final, qui adopte volontairement un style architectural plus proche du XVe, XVIe siècle que du XVIIe siècle. On est vraiment dans une architecture très massive, très imposante, qui est de l'ordre de l'architecture militaire. Alors une fois achevé, ce bâtiment construit par Jérôme Duranty prend la forme d'un quadrilatère austère de 2 étages, flanqué aux angles de 4 tours, couronnées de créneaux. Et ce qui caractérise l'aspect seigneurial du bâtiment, c'est que ces tours sont dites dominantes. Autrement dit, elles dépassent la corniche de toiture du corps central, qui fait un aspect tout à fait massif et le caractère seigneurial. On retrouve donc dans la maison actuelle l'esprit de la construction d'origine. Sur le fronton de la porte d'entrée du château se trouvent les armoiries de la famille de Duranty. Pourriez-vous nous donner quelques précisions et nous expliquer aussi la devise de la famille ? Alors, on trouve ces armoiries en plusieurs endroits dans la maison, en particulier au niveau de l'entrée, comme vous l'avez vu, du grand escalier à décor de gypserie ou dans les étages. Ces armoiries comportent un cerisier surmonté d'une étoile polaire, d'un heaume ou d'une couronne de marquis selon les époques, et selon les variantes d'un phénix, créant un cycle. Le cerisier symbole d'abord
d'abondance, de prospérité et donc de richesse, l'étoile polaire, symbole d'éternité, et le phénix de résurrection. On complète cela par une devise, la devise des Duranti, en latin, Soli aeternitati duranti virtute parata, qui veut dire en français « famille préparée pour la seule éternité par une vertu persévérante ». Cette devise a été proposée par l'historien de la ville d'Aix, Jean Scholastique Piton, au XVIIe siècle, et c'est lui d'ailleurs qui avait donné à sa ville la devise adoptée plus tard, qui est toujours la devise d'Aix, Generoso sanguine parta, ou issue d'un noble sang. Et à l'intérieur du château se trouvent de nombreux portraits de la famille. On dit que le grand escalier du château est la pièce maîtresse de l'édifice. Pourriez-vous nous en parler ? Alors, cet escalier est réputé être l'un des plus remarquables du pays d'Aix, notamment pour ses gypseries XVIIe qui sont dans un état de conservation vraiment exceptionnel, comme vous pouvez l'admirer. Il a été décoré en 1634 par un gypsier aixois du nom de Jean Gouret, dans un style assez maniériste. Et sur les 3 plafonds qui se succèdent, on retrouve les armes du commanditaire, encadrées de cartouches décoratifs, aux scènes figurées, de trophées, d'armes, de paquets de fruits, de fleurs. Donc un ensemble d'une richesse absolument exceptionnelle. On peut comprendre la surprise des visiteurs face à ce grand escalier. Et au tout début du XVIIIe siècle, pour satisfaire un besoin d'intimité, de nouvelles pièces sont réalisées. Quelles sont leurs particularités ? Alors, au XVIIe siècle, les pièces du château n'offraient pour autre luxe que des dimensions très imposantes au premier étage. Et au début du XVIIIe siècle, on a donc un nouveau besoin de créer des pièces plus intimistes, et donc les Duranti vont aménager une enfilade de pièces comportant salon, chambre avec leur petit boudoir, quelque chose de tout à fait charmant. Et ces pièces sont décorées de sculptures en plâtre, donc toujours des gypseries, qui sont légèrement plus simples que ce qu'on réalisait quelques années auparavant, mais très raffinées. On en trouve au niveau des alcôves, dans les chambres, des dessus de porte, avec tout un ensemble de mascarons, de fleurs, de moulures et de rosaces au niveau des plafonds, donc quelque chose d'une grande richesse également, et d'un style différent de ce qu'on peut trouver dans l'escalier, qui est plus massif. La surface du château s'est donc bien étendue au XVIIIe siècle. Le château présente un caractère seigneurial jusqu'à la Révolution. Que s'est-il passé à cette période ? Alors comme je l'ai dit, au XVIIe siècle, lorsqu'il a été aménagé, Jérôme Duranti avait couronné ses tours de créneaux et elles étaient dominantes. Elles dépassaient donc de la corniche de la toiture du corps central du bâtiment. Après la chute de la monarchie, la proclamation de la République, c'était un élément tout à fait distinctif du caractère seigneurial et ça paraissait comme dangereux pour son propriétaire. Ainsi, l'un de mes ancêtres, Claude Jean-Baptiste de Duranty-la-Calade, a décidé dès 1792 de faire démolir les tours, rien que ça, côté terrasse. Une partie d'ailleurs de la famille s'était exilée dans le royaume de Naples avant de revenir en Provence en 1806. En somme, le château a été relativement épargné à la Révolution, contrairement à d'autres constructions. Au XIXe siècle, des aménagements intérieurs ont été effectués et de cette période datent des papiers peints rarissimes, les premiers exemples de papier peint panoramique. Tout à fait. Ils ont été posés en fait dans des pièces du premier étage du château en 1809, après le retour de Naples. Alors dans le salon des tapisseries, on retrouve le panoramique qui provient de la manufacture du four à Mâcon et qui est daté d'avant 1804 sur le thème des jardins de Bagatelle. Donc pour vous décrire très brièvement, en fait, on retrouve dans un parc idéal animé de nombreux personnages, tout un ensemble de fabriques de jardins, d'éléments qui se réfèrent à l'architecture existante, notamment du château de Versailles ou d'autres choses, et tout cela donc inspiré d'éléments réels ou imaginaires. Dans la chambre attenante à ce salon, on retrouve également des draperies en papier peint d'un motif polychrome, voilà, qui se déploie sur les murs, d'une richesse et d'une fraîcheur incroyable après plus de 200 ans dans les murs de la Calade. En vous écoutant, on comprend votre passion naturelle pour l'histoire de l'art. Quant aux parties extérieures du château, il faut aussi signaler la présence d'une chapelle. En effet, alors on retrouvait 2 ailes attenantes au château, une aile de chapelle et une aile de ferme. Pour ce qui concerne la chapelle, alors elle est aujourd'hui désaffectée et voilà, donc elle a servi à ma famille jusqu'au début du XXe siècle avec une phase où elle avait été reconvertie en poulailler et en atelier de bricolage. En effet. Et c'est dans l'aile de la chapelle qu'une grande bibliothèque avait été aménagée pour conserver de précieux livres. Ces ouvrages sont-ils restés sur les lieux jusqu'à ce jour ? Mon arrière-arrière-grand-père, disons, Jérôme de Duranty-la-Calade, c'est vrai qu'il
avait aménagé en 1900 une bibliothèque à l'étage de la chapelle, de l'aile de la chapelle. Elle abritait une collection assez étonnante d'ouvrages avec des thématiques très différentes, portant sur la science, la théologie, l'histoire. Et ce fonds est resté dans les lieux, dans les murs de la Calade jusqu'à la fin du XXe siècle. Puis, pour des questions de succession, mon arrière-grand-mère, Monique de Duranty-la-Calade, a souhaité en faire donation à l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles lettres de la ville d'Aix dans les années 90 pour que cela reste un tout et pas que ce soit dispersé entre les branches de la famille. Et c'est une belle idée. On ne peut évoquer les extérieurs du château sans mentionner son parc. Les principaux aménagements datent du 19e siècle. Ils sont très appréciables l'été d'ailleurs. On doit ces aménagements à Maurice de Duranty-la-Calade, un de mes ancêtres, et c'est bien lui qui a fait aménager ce parc arboré, baigné, bordé de platanes et avec son bassin d'agrément. Il avait également fait relever les murs de la terrasse dans cette période des années 1860-1880 et aujourd'hui c'est un atout tout à fait majeur lorsque l'on veut s'abriter des chaleurs estivales, de pouvoir se réfugier dans ce parc en plein été. On imagine bien. Et le domaine comportait une exploitation agricole, un puits, même une glacière. Les propriétaires successifs étaient donc autosuffisants ? Si l'on veut, les Duranty ont toujours vécu au cœur de la ville d'Aix, successivement dans des maisons ou des hôtels particuliers, selon leur statut en réalité, et posséder un domaine dans le terroir, ça leur permettait de profiter de leur récolte également. Alors, ils les faisaient acheminer dans le centre d'Aix, mais lorsqu'ils résidaient au château, eh bien, ils pouvaient parfaitement être autonomes avec les réserves et les récoltes dont ils pouvaient disposer. Ce château a-t-il été réquisitionné pendant la guerre ? Eh bien, il a été 3 fois. Alors, en 1939 déjà par l'armée française, puis en avril jusqu'à octobre 1943 par l'armée allemande, voilà, qui s'était vraiment installée, et là ça a été quand même assez long, avec des pièces qui étaient scellées, et puis par les Américains en 1944. Malgré quelques dégâts et pillages dont on peut encore voir les stigmates sur les façades du château, je vous montrerai, le château a été quand même relativement épargné. Et le domaine de la Calade a par ailleurs été modernisé grâce à l'époux de Monique de Duranty-la-Calade, Georges Richard, qui a tout de même conservé l'esprit d'origine. Le château, inscrit au titre des monuments historiques en 1975, a été classé en 2015. Au vu de tout ce que doivent représenter les dépenses liées à l'entretien du château, cette inscription permet-elle de bénéficier de réductions fiscales ? Alors oui, cela permet avant tout de garantir des conditions de conservation optimales, notamment dans un contexte où l'urbanisation est quand même très forte dans la région d'Aix. Et en tant que propriétaire, nous pouvons obtenir des aides financières de l'État pour les études ou pour les travaux. Mais bon, de manière générale, il faut quand même garder à l'esprit que bien que la passion soit là, c'est un bien extrêmement coûteux à l'entretien et c'est très contraignant. Et la Calade a aussi échappé au projet de la mairie d'Aix-en-Provence de créer une zone commerciale dans le secteur. Tout à fait, c'était un grand projet qui s'est développé dans les années 1970, qui devait concerner 6000 emplois et finalement ce projet n'a pas vu le jour. Voilà, ça devait être équivalent à la zone des 1000, pour donner un petit exemple. Dans un espace aussi agréable, le château et son domaine ont-ils séduit des réalisateurs de films ? Eh bien, depuis plusieurs années, de nombreux réalisateurs ont projeté des scènes à la Calade. C'est arrivé lorsque Jean-Paul Rappeneau a adapté le roman de Jean Giono, Le Hussard sur le toit, et il avait fait des repérages dans les caves du château, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, j'aimerais bien que cela se produise à l'avenir, et dans ce contexte, j'ai récemment inscrit la maison sur la base des lieux de tournage du Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC, donc à suivre. Et je précise que l'un de vos ancêtres, Jérôme de Duranty-la-Calade, avocat à la cour d'appel d'Aix, était aussi professeur de langue et littérature hébraïque. Alors oui, mon arrière-arrière-grand-père, Jérôme de Duranty-la-Calade, était un petit peu un érudit. Alors il se passionnait pour un grand nombre de choses, en particulier les langues anciennes. Ainsi, il est devenu spécialiste de l'hébreu et titulaire de la chaire à la faculté d'Aix. Sa bibliothèque comportait d'ailleurs un grand nombre d'ouvrages sur le sujet et en plus d'être professeur, d'être avocat, il était peintre, ami de Paul Cézanne et historien de la ville. Et on comprend cette passion, tout ce qui est lié à l'hébreu et au judaïsme est tellement passionnant. Et nombreux sont les Duranty ayant occupé des fonctions à la Cour des comptes et même celle de président. Oui, tout à fait, des fonctions toujours plus importantes les unes que les autres. Ainsi, l'un de mes ancêtres, Claude Jean-Baptiste de Duranty, était même devenu président de la dite cour, un poste tout à fait important. Et puis même, par alliance, nous avons eu Jean-Baptiste Boniface de Fortis, qui était maire d'Aix après la
la Révolution. Pourriez-vous nous présenter brièvement votre projet de restauration du château ? Bien entendu. Alors j'ai 26 ans et cette maison qui est dans ma famille depuis 16 générations m'a vraiment toujours fasciné au point d'y consacrer mes études comme vous l'avez dit au début. Alors peu à peu j'ai pris conscience que ces bâtiments nécessitaient de très lourds travaux pour assurer leur pérennité. Ainsi un combat a commencé et cela fait plusieurs années que je me bats pour lancer la restauration du bâtiment en commençant dans un premier temps par les façades et les toitures avant de me consacrer au reste, ce qui viendra plus tard. La problématique actuelle c'est de trouver des financements car vous imaginez bien que c'est un coût considérable et les subventions de l'État, bien que conséquentes, nos moyens familiaux actuellement ne suffisent malheureusement pas. Alors j'ai contacté Stéphane Bern, postulé à la mission patrimoine lancée par la Fondation du patrimoine et je prévois de bientôt lancer une collecte avec eux. Mon vœu le plus cher est que le projet voit le jour afin que ce lieu atypique soit transmis aux générations à venir. D'ailleurs, mon arrière-grand-père Jérôme de Duranty-Lacalade déclarait au début du XXe siècle « On trouvera aisément des demeures plus grandioses, plus somptueuses, mais il en est fort peu où les gens éclairés découvriront autant de caractère. » Et c'est si joliment résumé. Et l'on espère que la mission Bern portera de l'intérêt au château de Lacalade et que votre projet sera retenu. Et Guillaume, pourriez-vous nous dire si le château de Lacalade se visite ? Alors pour le moment, il ne se visite pas. C'est une demeure dans laquelle on habite à l'année. Et voilà, c'est quand même un projet que j'ai de l'ouvrir au public dès que les travaux principaux seront réalisés pour en faire profiter la majorité dans une ouverture quand même raisonnée, c'est-à-dire les extérieurs, pourquoi pas de manière plus régulière, et des visites occasionnelles, des visites guidées des intérieurs, mais qui restent relativement occasionnelles afin de préserver ces décors dans leur cadre initial. Eh bien, merci beaucoup Guillaume de nous avoir accordé cet entretien et de nous avoir ouvert les portes du château de Lacalade. On comprend votre émotion et l'on ne peut être qu'admiratif devant votre volonté de préserver ce magnifique patrimoine familial. C'est très heureux de vous avoir un petit peu montré l'objet de ma passion et puis merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Au revoir. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.